On aurait pu commencer par une minute de silence, mais les cœurs saignent. Les cœurs, la douleur, le malheur, surtout lorsqu'on voit encore que cette fleur était si enjolivante, mais subitement arrachée à la vie. Ce serait difficile de vite l'oublier. Ce serait vite peut-être aller en besogne que de croire qu'on a déjà séché les larmes de sa maman et de tous les autres Camerounais qui ont été indignés et qui ont vu cette petite innocente être ensevelie sous terre. Immédiatement, dans un cimetière catholique à Buea, elle en est morte. Elle s'en est allée. Mais elle est morte de quoi? Morte par la méchanceté des hommes, de ceux qui aiment la guerre et de ceux qui aiment des crimes gratuits. Impossible donc de sécher les larmes face à un tel événement, même si on en a déjà parlé. Impossible de pouvoir dire que on passe à autre chose. Mais non. Cette fille représentait l'innocence et l'amour. Cette fille aimait chanter. Comme disait von Beethoven, qui veut semer les pleurs n'a qu'à donner l'amour. Elle donnait beaucoup d'amour à sa maman, à sa famille, et elle a aussi fait naître beaucoup d'amour entre les Camerounais qui commencent à crier « Stop à la guerre ». Mais malheureusement, demain ou après-demain, comme pour les enfants de Ngarbou, on aurait déjà pris ce dossier, classé dans les tiroirs, avec des commissions d'enquête qui ne produisent jamais des résultats escomptés, ou alors qui viennent toujours pour uniquement encore blesser les familles endeuillées. Deux communiqués du gouvernement, déjà, l'un venant du ministère de la Défense et l'autre du ministère de la Communication, qui sont d'une froideur, d'une insensibilité et surtout d'une inhumanité ahurissante. Comment comprendre que beaucoup de ceux-là qui sont les membres du gouvernement et avec une première dame qui a des enfants, Chantal Biya, ne puissent pas adresser des condoléances à cette famille si éprouvée, si attristée. Mais bien au contraire, ils se mettent plutôt à fusiller une maman sous prétexte qu'elle n'avait pas obtempéré à un contrôle de gendarmerie. Ce contrôle qui, soit dit en passant, ces checkpoints ne sont que des barrages de corruption érigés au niveau de la route pour spolier les populations. Le Cameroun, loin d'être actuellement en état de droit, est donc un état de malfrats en tenue qui peuvent se permettre tout. Et ce n'est pas moi qui le dis. Dans la mesure où c'est le ministre de la Communication, René Sadi, dans un ton un peu sadique,
ironique, René Sardine ou sadique, ça dépend de ce que vous voulez, nous avons dit que l'auteur de cet acte barbare a commis un acte délibéré, disproportionné, bref, n'était pas dans le droit de le faire. Une fois de plus, ça pose donc un autre problème de ces gens qu'on est en train de recruter dans l'armée. Ou plutôt de ces gens qui sont affectés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ont-ils les capacités morales, psychologiques, mentales pour faire face à la guerre? Même si on peut répondre par l'affirmative, on peut aujourd'hui dire non, parce que ce n'est pas un seul fait qu'on dénombre ainsi. Il se trouve que avant ce crime, les gendarmes de la QV 2019 avaient déjà saisi les autorités camerounaises. Et nous avons même adressé des courriers que moi particulièrement j'ai eu et évoqué et même à publier dans le journal panafricain www.koufran.com pour dire qu'ils avaient été affectés à Douala et ils sont partis de Douala directement pour ces régions du nord-ouest, mais ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de faire là lorsqu'on sait qu'une affectation ne doit pas être ad vitam aeternam, surtout dans des zones conflictuelles, dans des zones criminogènes. Ces gendarmes appelaient déjà à l'aide, disant qu'ils se sentaient prisonniers, harcelés, et qu'ils n'étaient pas relevés comme les autres. Et malheureusement, la hiérarchie n'a pas écouté cela. Lorsqu'on voit le comportement de Mvogo Achille Rigobert, qui, selon toute vraisemblance, a même eu à poursuivre, emprunter le taxi pour aller chercher à récolter ces 500 francs, lorsqu'on se rend compte qu'il n'était même pas son lieu de service, à son poste, là où il a été affecté, on comprend donc que le mal est profond. Le mal est d'autant plus profond que ces gendarmes n'ont pas un suivi psychologique. On peut rappeler les grands soldats américains qui sont allés au Vietnam, qui sont allés en Irak, mais qui, au retour de leur mission, étaient pratiquement déglingués. Ils devaient être suivis par des psychiatres, des psychologues. D'aucuns faisaient des témoignages qu'ils ne dormaient même pas. Ces gendarmes, donc, eux-mêmes, parce que la terreur, celui qui commet la terreur est plus terrorisé même encore que celui qu'il terrorise. Les nuits sont blanches, étouffantes, asphyxiantes, délirantes, parce qu'on ne sait pas d'où l'attaque viendra. Donc, ce gendarme qui a été tué par la justice populaire, lui-même, si jamais il était vivant et qu'il allait devant un tribunal, certainement, après un suivi médical, ou plutôt des tests psychologiques, on aurait pu trouver que lui-même est déjà déstabilisé et qu'il n'avait plus toutes ses facultés mentales, morales. Mais comme il faudrait toujours se disculper, comme il faudrait toujours chercher des boucs émissaires, comme ce n'est pas la communauté internationale,
c'est la diaspora. Quand ce n'est pas la diaspora, c'est les forces exogènes ou alors les antipatriotes. Et quand ce n'est pas ça, ce sont les médias. Eh bien, René Sadi a donc trouvé cette fois-ci le coupable. Après avoir tenté de vouloir montrer que c'est la maman qui était bel et bien la fautive, maintenant le gouvernement nous fait croire que l'affaire a été amplifiée par les médias qui veulent absolument créer un soulèvement populaire et bien évidemment installer le chaos dans un pays qui est déjà chaos debout. Voilà donc un raisonnement enfantin, infantilisant, qui justement montre que le gouvernement n'est même pas conscient de ces drames qui sont en train de se dessiner sur l'étendue du territoire national. La communauté internationale regarde le Cameroun, qui est en train de sombrer. Mais au lieu d'arrêter la mascarade, eh bien on continue à trouver des boucs émissaires. Les journalistes ont pour rôle de rendre compte, de dénoncer, de dire la vérité, de présenter les faits. Y a-t-il eu tir? Oui, les journalistes l'ont dit. Y a-t-il eu mort d'enfants? Oui, les journalistes l'ont dit. Y a-t-il eu justice populaire jusqu'à la mort d'un gendarme? Oui, les journalistes l'ont dit. Y a-t-il eu checkpoint? Oui, les journalistes l'ont dit. Alors, qu'est-ce qu'on reproche donc aux journalistes lorsqu'on est ministre de la communication? Ce ne sont pas les journalistes qui ont créé la guerre anglophone. C'est le gouvernement camerounais, à travers le chef d'État, qui a décidé de résoudre un problème social par des armes. Et aujourd'hui, on en est à ce que, même au sein de l'armée, on dénonce non seulement les brebis galeuses, mais aussi, surtout, le désespoir qui règne dans ces milieux-là. Je vais donc vous faire écouter très très vite le témoignage d'un des chefs ou d'un collaborateur, le supérieur hiérarchique de ce gendarme qui justement a dû lui-même constater que les ordres n'étaient pas respectés. Je vais vous faire écouter un audio où il décrit la scène, démentant la version du gouvernement. Je vais donc vous inviter à écouter le chef en zone de conflit et qui va tout relater. Arrivé, il a eu à neutraliser la voiture. Son binôme qui était avec lui a trouvé sur le terrain. Ils ont commencé à parlementer avec le chauffeur du véhicule qui a fait le refus de tempérer. Pendant qu'il parlemente, son camarade est en train de chercher le taxi pour qu'il rentre. Il est dans l'échauffourée avec le conducteur en question. Son camarade avec qui il était entend comment son frère, son collègue est en train d'armer l'arme. Il lui dit que non, ne tire pas. Pendant qu'il dit qu'il ne tire pas, le gars avait largué la balle sur la voiture. La balle est partie par une petite fille qui était derrière. Dans tout ça, moi, je suis au poste parce que quand ils sortent comme ça le matin, moi, je ne parle pas avec eux. Et ensuite, moi, je ne les ai même pas envoyés de ce côté. Ils sont retrouvés dans un côté que je ne les avais pas envoyés. Ce matin, je les ai donné les instructions de partir du côté où on enlève les femmes et les hommes chaque jour. De faire une partie de dissuasion là-bas pendant 2 heures et qui rentrent directement au poste. Je les attendais au poste à 10 heures parce qu'on avait une mission à remplir au niveau du domicile de l'ancien PM. C'est comme ça qu'on vient me retrouver au camp. On me dit qu'il a tiré et la population. Bon, le camarade avec qui il était, lui, il a pu fuir. Il a pu sauver l'arme, il a pu fuir.
abandonnant son camarade sur le terrain. C'est pour ça qu'on est resté molesté. Les deux autres n'étant pas au courant, dès qu'ils ont suivi cela, ils ont replié, ils sont venus au camp, ils sont venus me dire, je suis descendu sur le terrain, j'ai trouvé la population, j'ai trouvé les gens, ils sont rentrés en brousse avec nous tous et les camarades et tout. On a quand même réussi à enlever le corps, nous sommes partis à la Légion. Actuellement, je veux pas, je suis en train de rentrer au camp, dans mon poste, parce qu'ils ont prévu nous attaquer dans la nuit. J'ai eu un renfort de 10 hommes. Je vais retourner là-bas. Question d'attendre tout ce qui va arriver dans la nuit. Bon, c'est comme ça aussi la guerre. Il y a les pertes. On va faire comment? Quand les militaires sont indisciplinés, on ne peut pas faire autrement. C'est une classe 2019. Il a déjà fait dans ce poste-là 1 an, sortant de Douala. Bon, je ne sais pas pourquoi on l'a gardé dans ce poste depuis 1 an. Moi, je n'ai qu'une semaine et demie dans le poste. J'étais en train de les étudier encore quand cette incident-ci arrive. Mesdames et messieurs, vous avez donc la version qu'effectivement, le gendarme avait déjà mis plus d'1 an, ce qui, sur le plan de professionnel, n'est pas excusable, ne se fait pas. Donc, il était déjà déstabilisé. Et deuxième élément, comme vous pouvez le constater, c'est que il a eu à poursuivre le véhicule. Selon le ministre de la Communication, c'est parce que le conducteur n'a pas voulu obtempérer et que finalement, il fallait aller l'interpeller jusqu'à tirer. On pourrait donc dire que c'est les civils qui font le désordre à Buea. Mais quand on voit les multiples scènes qui se passent là-bas avec des hommes en tenue, les gendarmes, les militaires, on est quand même en droit de se poser la question si ce sont les militaires qui sont devenus des vrais hors-la-loi, des vrais bandits, qui agissent comme les voyous de l'époque de l'ancien Texas. Le 2 mai 2021, les militaires avaient percuté un taxi. Ils avaient pris fuite après avoir broyé un taxi. Il a fallu que les populations et que les taximens se mobilisent pour rattraper ces militaires-là et leur dire que vous devez au moins réparer le véhicule. Eux, ils n'avaient pas obtempéré. Ils n'avaient même pas attendu après avoir broyé un véhicule. Est-ce qu'on les a tués? Non. Mais lorsqu'on voit les militaires dans certaines situations, eh bien, eux, ils sont capables de dégainer sans réfléchir. Et ceci à plusieurs reprises. Puisque, par exemple, le 25 septembre 2021, à Buea, les militaires camerounais sont venus sans même faire ce qu'on appelle des tirs de sommation ou une enquête, trouver 2 jeunes qui étaient en train de sucer des oranges. Ils ont ouvert le feu, les ont abattus. Par la suite, ils se sont justifiés qu'ils avaient eu des renseignements que ces jeunes-là étaient en train de prendre, de fumer la marijuana. Ce qui était faux, puisque les oranges étaient bel et bien là et que les témoins étaient là en train de certifier qu'ils n'ont jamais été ambazoniens. Mais bien avant cela, à Kosala, toujours les gendarmes, cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils arrivent dans un bar et puis ils ouvrent le feu et tuent 3 personnes. Ils vont se justifier qu'ils avaient reçu des renseignements que les Ambazoniens se trouvaient dans cet endroit-là. Et finalement, le président du tribunal, qui d'ailleurs connaissait ces individus, le président du tribunal militaire, puisqu'il est originaire de ces régions-là et connaissait particulièrement ces innocents-là,
avait demandé qu'on aille vite récupérer les cadavres et qu'on aille avec ça à la morgue en attendant que l'enquête se fasse. L'enquête n'a jamais été faite, tout comme ils nous ont présenté un individu sous prétexte que c'était un commandant à qui on a attribué le sobriquet de paye cash, à qui justement ils avaient non seulement torturé après la capture, mais ils ont coupé sa tête. Ils ont coupé sa tête en disant que non, les armes, les balles n'entrent pas dans son corps parce qu'il a un collier magique. Ces éléments se passent au Cameroun, où il n'y a pas de justice. Ces éléments se passent dans les régions anglophones et francophones, anglophones, du nord-ouest et du sud-ouest, voulais-je dire, où on a donné un libertinage, un pouvoir incontrôlable aux hommes en tenue. Et aujourd'hui, ils sont capables de venir vous enlever, soit parce qu'ils veulent 500 francs, soit parce que c'est juste un règlement de compte, soit alors parce qu'on va vous soupçonner d'être même avec un ambazonien ou une ambazonienne. La preuve, ils sont allés arrêter Gola, qu'ils nous ont présenté comme étant la femme de Nopiti, avec son enfant. Et en même temps, elle est enceinte de 8 mois. On l'a jetée en prison. Elle est actuellement à la prison de Buea avec ce bébé et aussi avec une grossesse. Parce qu'elle est la femme de Nopiti. Admettons que ce soit le cas. Est-ce parce que je suis criminel, que ma femme est criminelle, que mes enfants sont criminels, on nous jette tous en prison? Mais dans ce cas, on me jettera en prison avec mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes cousins, bref, tout le Cameroun. Chacun est responsable de ses actes. Mais au Cameroun, ce n'est pas comme ça. Les militaires décident parce que quelqu'un, il vous dit, je m'appelle, je suis le militaire et commun, Joga Joga ou Joma Joma, et je peux me permettre d'aller arrêter n'importe qui, le présenter, l'humilier, le torturer, le violer. À peu près comme ils avaient fait à Bamboui. En plein marché, ils ont quand même pris une centaine de civils pour aller avec eux à la gendarmerie, les torturer. Qu'est-ce qu'ils reprochaient à ces civils-là? Lorsqu'un État devient comme ça, il devient dangereux pour surtout des hommes en tenue. Parce que les hommes en tenue aujourd'hui sont devenus les ennemis à abattre. Et ça fait les affaires plutôt des ambazoniens. Puisqu'aujourd'hui, comment est-ce que le bir qui était respecté, se fait aujourd'hui appeler les Ekelebe? C'est comme ça qu'on les appelle actuellement dans le nord-ouest et le sud-ouest. On ne les appelle plus militaires, gendarmes. On les appelle Ekelebe. C'est un nom de code. Et ce nom de code fait de telle sorte que dès qu'un arrive dans un quartier, qu'il parle anglais ou pidgin, on se donne des signes. On se passe l'information en se disant, il n'est pas des nôtres. Le BIR aujourd'hui, selon ce qu'ils appellent le nouveau paradigme, a opté prendre par exemple des motos, soi-disant pour échapper à certains attentats. Mais en même temps, les ambazoniens ont déjà vite compris cela. La preuve, c'est que nous sortons d'une semaine extra sanglante. Alors que le ministre de la Défense nous disait que cette fois-ci, ils vont trouver une solution pour essayer d'endiguer la violence, mais bien au contraire, c'est monter plutôt encore à une autre hauteur alpestre. La preuve, il y a eu des affrontements, justement, à Bafia Mayuka,
Bafia, ce n'est pas celui du centre, mais à Mayuka, où justement le 12 octobre, on a vu les Amazoniens attaquer un camp militaire. Lorsqu'ils ont attaqué ce camp militaire-là, il y a eu des morts. Par la suite, l'armée a envoyé des renforts. Or, c'était un piège. Quand les renforts sont arrivés, les Amazoniens ont déclenché les Haïdaï, c'est-à-dire que leur nouvelle bombe. Parce qu'il faut savoir que les Amazoniens aujourd'hui ont plusieurs types de bombes. Avec les lance-roquettes, ils ont d'abord les bombes qu'ils utilisaient de façon artisanale, qu'ils appelaient la fanzi. Mais aujourd'hui, ils ont les Haïdaï. Et les Haïdaï se déclenchent par le téléphone. Dès qu'on appelle, ça sonne. Et lorsque le véhicule militaire est en train de passer, il explose. Et justement, quand ceux-là sont arrivés, ils sont tombés dans... Rien à faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs morts. Le régime Biya ne communique pas. Parce qu'au moins 10 personnes sont tombées là. Les Amazoniens ont récupéré 8 armes. Et ils ont bousillé encore un véhicule avec un lance-roquette. Et il y a l'autre arme qui continue à utiliser. Avec, bien sûr, ce qu'on appelle les engins explosifs improvisés. Ils font cela avec des bouteilles de gaz d'acétylène. C'est-à-dire que les bouteilles de gaz qu'on utilise souvent pour la soudure des voitures, du métal et tout et tout. C'est ça qu'ils plantent. Or, les militaires camerounais se disent qu'en passant avec des motos ou alors en mettant des civils, on ne va pas les atteindre. Or, qu'est-ce que les Amazoniens ont fait à Bouy? Les Amazoniens ont laissé passer 10 chars. Ils n'ont pas touché les premiers Ben Skinner qui étaient là, qui accompagnaient les militaires, parce qu'ils savaient qu'ils sont des leurs. Mais le dernier char, ils ont fait exploser ça. Il faut regarder des images. Les renforts qui arrivent, le nombre de morts, plus de 48 morts en une semaine, des hommes en tenue. Et dans tout ça, on ne met même pas le drapeau en l'air en berne. Des gens qui tombent, soit disant qu'ils se battent pour la patrie, soit disant qu'ils sont des patriotes. Et on n'entend même plus Paul Biya dire que au moins ils sont décorés à titre posthume. Où a-t-on vu dans une république des hommes en tenue mourir par vagues, par fourgons entiers, et que le chef de l'État, chef des armées, ne fasse plus de discours, ne dise plus rien, et que les familles soient abandonnées à elles-mêmes. Et c'est à partir de là que lorsque cette armée est piégée, elle agit justement avec vengeance. Arrive dans des endroits, c'est que ici, on va juste faire du mal, on va incendier des villages pour faire du mal aux innocents. Ils tirent n'importe où. Parce qu'ils n'ont ni le contrôle, ni le soutien du gouvernement ou de la hiérarchie. Ils sont abandonnés à eux-mêmes pour leur survie. Voilà la réalité sur le terrain. Et du coup, l'état de droit disparaît. Il n'y a plus de justice. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le Cameroun, selon le classement de World Project, the World Justice Project, qui a été publié justement cette semaine, et plus précisément jeudi, dit que le Cameroun est l'un des États au monde où il n'y a plus de droit. Vous vous rendez compte que dans le monde entier, le Cameroun occupe la 135e position sur 139 pays. L'état de droit foutu le camp. Vous vous rendez compte? 135e sur 139. Et en Afrique, là encore, c'est une honte. Le Cameroun est classé
33e sur presque 35 hectares. Donc avant-dernier. Et vous voyez non, à la télé, chaque jour, professeur de droit, docteur en droit, ceci en droit, un machin en droit, ceci. Mais on n'a que des agrégés en droit. Mais nous sommes dans un état de hors la loi. Regardez ce classement qui n'est pas fait par moi, mais par une organisation qui elle-même ne va pas s'asseoir pour inventer n'importe quoi comme ça, à l'emporte-pièce. Mais non, parce que c'est fait sur la base des sondages sur 138 000 foyers et sur 4 200 experts en droit et observateurs du monde entier. Et le Cameroun, regardez là où nous sommes la traîne. Et dans tout ça, les gens continuent à dire que oui, force à la loi. Force à la loi comment? Regardez ce qui se passe, même en République centrafricaine où on disait que Bokassa mangeait de la chair humaine. Là où il y a de la guerre, regardez ce qui vient de se passer avec Touadéra. Vendredi, Touadéra a décrété un cessez-le-feu unilatéral. Alors qu'il y a des rebelles là-bas. Il a dit, à partir de cet instant, là où je vous parle, toute l'armée dans les casernes, je ne veux plus voir quelqu'un en train de chercher des rebelles. Je privilégie l'option du dialogue. Parce que cette guerre, nous n'allons pas la gagner. Nous allons perdre continuellement, indéfiniment, les vies humaines. Voilà Touadéra. Parce qu'il a constaté que depuis 2013, chaque fois qu'il veut aller devant, il a même recruté les mercenaires russes. Il a les Rwandais. Il y a l'ONU. Il y a même des soldats camerounais là-bas. Mais il a dit, moi, j'arrête là. Mais chez nous, on n'arrête pas. On dit qu'on doit continuer parce qu'on va gagner la guerre. Cette guerre-là, aujourd'hui, nous a mis à guerre. Et cet enfant devrait faire que chacun de nous réfléchisse. Si c'était le sien, que ferait-il? Cet enfant devrait surtout nous dire que ça peut nous arriver. Parce que ça s'approche, le danger. J'espère que vous avez lu la dernière note des services secrets ou alors des services de renseignement du Cameroun, donc de la délégation générale à la sûreté nationale, où justement le délégué régional du littoral est en train d'alerter toutes les unités que attention danger. Les Ambazoniens, les séparatistes sont à Douala et vont attaquer sans l'ombre d'un doute des endroits ou alors des objectifs qui sont vitaux, sensibles. Et ces objectifs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le délégué régional de la délégation générale à la sûreté nationale qui dit qu'on va attaquer les écoles, les marchés, Enéo, Camwater, le port, l'aéroport, les bars. Et bien vous dire ça aujourd'hui. Ne vous ai-je pas dit ça il y a plus de mois que ce sera Douala, ensuite Yaoundé, et qu'ils y sont déjà. C'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte que Jipo Remingono. Mais comme ils ne peuvent pas dire Jipo Remingono nous avait avertis, ils disent maintenant alerte. Moi, je vous ai alerté depuis très longtemps. Et comme je vous le dis, au moment où on ne s'attendra pas, c'est là où ça va arriver. Et d'ailleurs, Lopiti l'a dit. Arrêtez mes parents, arrêtez ma femme, arrêtez enfants, tout ce que vous voulez. Mais moi, j'ai dit encore qu'il y aura. Il a interpellé l'ONU que le conflit risque de se dégénérer.
Et si ça dégénère, ça va quitter les régions anglophones pour se déporter dans les régions francophones. Donc là où vous êtes, là où je suis, là où nous sommes, là où sont vos enfants, là où travaille votre épouse, là où travaille votre frère. Et lorsque vous verrez le sang comme celui de cet enfant, lorsque vous verrez des têtes explosées, lorsque vous verrez des bras coupés, lorsque vous verrez comment est-ce que ça tire de partout, lorsque vous allez entendre des éclatements d'obus ou alors des bombes, c'est là où vous comprendrez ce que c'est que la guerre. C'est là où vous verrez que vous ne pourrez plus aller sur le plateau télé dire que la guerre peut durer 25 ans, 40 ans, 50 ans, pourvu que l'état de droit et que le Cameroun soit unitaire. Chers frères, chères sœurs, nous avons perdu une innocente. Nous avons perdu un ange. Même avec un cœur de pierre, on devrait, à une certaine période, se regarder dans la glace. Oui, même dans la douleur. Même le général de Gaulle disait, je cite, « Ne me secouez pas. Je suis plein de larmes. »